Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Lancement de la zone de libre-échange économique africaine, ZLECAf. Le président Macky Sall est arrivé à Niamey pour prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine qui porte sur la question. Les travaux auront lieu ce dimanche dans la capitale nigérienne. Le Sénégal et le Royaume d'Eswatini ambitionnent de dynamiser leur coopération, volonté commune réaffirmée par les deux dirigeants au terme d'une visite officielle de 48 heures. Le roi d'Eswatini a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Lion. Conduite du dialogue national, le président de la République vient de créer par décret un comité de pilotage, une instance qui aura une durée de vie de 3 mois après son installation. Les contours du décret présentés dans ce journal. 100 000 logements dans 27 pôles avec 0 bidonville. Ce programme ambitieux du Sénégal vise à combler le déficit de près de 300 000 unités de logement. Il a été présenté à l'ouverture du 4e salon de l'immobilier du Sénégal à Paris. De nombreux promoteurs ont fait le déplacement. Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun, tenant du titre, éliminé. Il a été sorti par le Nigeria 3-2. Et puis le pays organisateur aussi a été éliminé. L'Égypte a été battue par l'Afrique du Sud. Et retour sur les coulisses de la confrontation Sénégal-Ouganda. Le match, un match donc des records, des hommes, des chiffres passés à la loupe par nos envoyés spéciaux. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le président de la République Macky Sall est arrivé cet après-midi à Niamey, au Niger. Le chef de l'État va prendre part au sommet de l'Union africaine. Il porte sur le lancement de la zone de libre-échange économique africaine, ZLECAf. Envoyé spécial au Niger, Aboubakri Kane. C'est à bord d'un appareil de la compagnie nationale Air Sénégal que le président de la République est arrivé à Niamey aux environs de 16 heures. À son accueil, le Premier ministre Brigitte Raffini et des diplomates de l'Union africaine et du Sénégal. Au Niger, le président Macky Sall est venu prendre part au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Ce dimanche, les chefs d'État et de gouvernement du continent vont se pencher sur le lancement de la ZLECAf, la zone de libre-échange économique africaine. L'accord instituant la ZLECAf a été signé il y a 1 an à Kigali par 44 pays dont le Sénégal. Il est entré en vigueur le 30 mai dernier. Le roi d'Eswatini a quitté Dakar ce matin au terme d'une visite officielle de 48 heures au Sénégal. Sa Majesté et sa délégation ont été raccompagnés par le président de la République Macky Sall et la première dame Marième Sall. Reportage Oumar Nienga. Jusqu'au bout de la visite, l'hospitalité a été au rendez-vous. En compagnie de la première dame, Madame Marième Sall, le chef de l'État raccompagne son hôte. Sa Majesté le roi Mswati III, la reine et la délégation qui les accompagne se souviendront certainement de ce séjour. Car sur toute la ligne, la République s'est mobilisée autour du président Macky Sall pour donner à cette visite officielle toute son importance. Sa Majesté Mswati III et la reine quittent donc le Sénégal. Au président Macky Sall et la première dame, ils marquent toute leur satisfaction.
À leur tour, le chef de l'État et Mme Marème Sall leur souhaitent un bon retour en Eswatini. Retour sur les temps forts de cette visite officielle au Sénégal. Le président Macky Sall et Sa Majesté le roi Mswati III pour un renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Sénégal et le royaume d'Eswatini. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté commune hier dans la soirée lors d'un entretien au Palais de la République. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a élevé son hôte à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Lion. C'est un compte-rendu de Oumar Ning. Accueil royal en début de soirée au Palais de la République. Vêtu d'un grand boubou, bien de chez nous, Sa Majesté Mswati III passe en revue le détachement de la garde présidentielle. Après les honneurs, il est chaleureusement reçu par le président Macky Sall. La couleur de leur tenue est symbolique d'une amitié fraternelle entre la République du Sénégal et le royaume d'Eswatini. Relation naturellement évoquée lors du tête-à-tête, qui sera suivi d'une séance de travail à laquelle assistent les deux délégations. Temps fort de cette rencontre, la décoration du roi Mswati III élevée à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Lion. Your Excellency. Excellence, au nom du peuple du royaume d'Eswatini, je suis honoré par la Grande Croix de l'Ordre national du Lion que vous avez bien voulu me décerner aujourd'hui. Je chérirai la mémoire de ce jour pendant des années et des années. Et à chaque fois que j'y penserai, cela me rappellera ma visite à cette grande nation. Nous sommes conscients que ceci est une médaille qui marque la plus haute distinction conférée par la République du Sénégal. Et cela va nous encourager à continuer à œuvrer davantage pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des citoyens d'Eswatini, de l'Afrique et du monde entier. Thank you for inviting us and we have enjoyed. Ce sont des relations très anciennes entre le Sénégal et le royaume d'Eswatini. En rappelant cela, Mswati III se réjouit de poursuivre ce compagnonnage avec le président Macky Sall. Your Excellency, we wish to appreciate. Excellence, nous vous sommes reconnaissants pour la chaleur de la réception et de l'hospitalité des Sénégalais à notre égard, à moi et à l'ensemble de la délégation, ce qui va laisser une empreinte indélébile dans nos cœurs. Monsieur le Président, nous aimerions vous féliciter pour votre leadership qui a permis ce développement infrastructurel impressionnant dont nous avons été témoins depuis notre arrivée ici à Dakar. Ceci démontre l'engagement de votre gouvernement à satisfaire les aspirations de votre peuple. Votre leadership visionnaire a contribué à la forte croissance dans plusieurs secteurs et nous sommes confiants que cela va permettre une amélioration notoire du paysage sénégalais et du niveau de vie de sa population. For supporting all the development initiatives in this beautiful country. C'est un illustre hôte que le Sénégal reçoit. Après avoir remercié le roi Mswati III au nom du peuple sénégalais, le président Macky Sall se dit en phase avec lui dans la consolidation de relations entre les deux peuples. La visite de Sa Majesté Mswati III, après la mienne, comme je l'ai rappelé, dans son pays, traduit notre volonté commune de mieux rapprocher nos peuples
malgré la distance qui les sépare. Nous voulons renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays et exprimer en même temps notre engagement panafricain. En dépit de l'immensité et de la diversité du continent africain, nous avons la claire conscience de l'idéal d'unité qui doit nous rassembler pour rester fidèles à la vision des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Sur la base d'un engagement commun, le président Macky Sall et le roi Mswati III ont donc toutes les raisons d'explorer des domaines de coopération dans divers secteurs. Nous souhaitons que nos deux gouvernements travaillent ensemble pour identifier de façon pragmatique des possibilités de coopération entre les deux pays, notamment dans des domaines comme l'agriculture, l'élevage, la production animale, le tourisme, l'environnement, à travers la gestion des parcs naturels, l'éducation et la santé, entre autres. Sur ces domaines et sur d'autres, nos pays pourraient d'ailleurs procéder à des échanges d'expériences. Coïncidence heureuse, l'arrivée du roi Mswati III coïncide avec la qualification du Sénégal en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Un vent de bonheur dont se réjouit le président Macky Sall, alors que Sa Majesté Mswati III félicite et encourage les Lions à persévérer. Après leur point de presse, les deux dirigeants seront rejoints par la première dame et la reine d'Eswatini pour le dîner officiel. Un banquet que le chef de l'État et Mme Marème Sall ont offert en l'honneur du roi Mswati III et sa délégation. Puis je le disais également au titre, le chef de l'État vient par décret 2019-1066 de créer un comité de pilotage du dialogue national, un comité qui a une durée de vie de 3 mois après son installation. Il va aussi mettre à sa disposition des moyens pour son fonctionnement. Voici la synthèse du décret 2019-1066 portant création des règles et fonctionnement du comité de pilotage du dialogue national, signé Dahaba. Le comité de pilotage, dans ses missions, est chargé de conduire le dialogue national par une méthode consultative, participative, pour recueillir les propositions consensuelles et de toute autre proposition retenue sur les questions soumises à l'examen du comité de pilotage du dialogue national. Un comité de pilotage qui va être dirigé par une personnalité, elle sera nommée par décret. Ses membres sont au nombre de 49. 5 représentants des pouvoirs publics. Les partis politiques ont un quota de 19 représentants. La majorité et l'opposition, 7 pour chacune d'elles. Les non-alignés auront 5 représentants, tout comme la société civile. 7 représentants des chefs religieux et coutumiers vont siéger au sein du comité de pilotage du dialogue national. Les organisations des paysans, des pêcheurs et des pasteurs auront elles aussi 7 sièges. Les organisations féminines, 5, les jeunes, 3, les organisations syndicales, 5. Les élus locaux seront représentés par 6 personnes, dont des membres issus de l'opposition. Le secteur informel et les associations de consommateurs, 3 places pour chaque entité. L'article 2 de ce décret portant composition du comité de pilotage du dialogue national a la possibilité de faire appel à toute personnalité dont la participation est jugée utile. Elle a aussi en charge la supervision des commissions thématiques créées. Elles sont 5. Commission politique, commission économique et sociale, commission ressources naturelles, commission environnement et cadre de vie et la 5e commission paix et sécurité. Chaque commission thématique aura un président et 3 assesseurs. Les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par le comité de pilotage, un comité qui peut aussi créer, si le besoin se fait sentir, d'autres nouvelles commissions. La durée de vie du comité de pilotage du dialogue national ne peut excéder 3 mois. À la fin de sa mission, il présente au chef de l'État les conclusions issues du dialogue national.
Bientôt, la mise en œuvre des chantiers de Promoville à Kédougou. Annonce du ministre du Développement communautaire, Mansour Faye, était dans la région pour un CRD qui a regroupé tous les programmes de développement communautaire relevant de son département. Abdoulaye Sinkaré pour plus de détails. Ces programmes de développement communautaire, Kédougou les connaît bien. En plus de la CMU et des bourses familiales, le PUDC a réalisé pas mal de forages et de pistes de désenclavement. Et le Puma a laissé ses empreintes à Saraya. Seul Promoville est pour l'instant absent et des projets seront bientôt lancés. Nous avons pris un engagement dans les meilleurs délais, à travers des économies réalisées au niveau des programmes, de rendre réalité la réalisation d'un axe routier dans la commune de Kédougou, mais aussi dans la commune de Saraya et aussi dans la commune de Salémata. Nous avons une perspective de 7 km pour Kédougou, mais dans l'immédiat, dans le court terme, l'engagement que je pourrais faire, c'est de réaliser 1 km et quelques. Nous allons nous concerter avec les autorités de cette ville pour pouvoir choisir les axes à réaliser. Ce CRD est l'occasion pour le ministre du Développement communautaire de montrer l'organisation de son département et d'expliquer la pertinence du regroupement de tous ces programmes. Promoville, Puma, PUDC, c'est des programmes de l'équité territoriale, puisque relatifs au spatial, relatifs aux accès. Et je pense qu'une combinaison donc, autour d'une seule entité de ces différents programmes permettront d'atteindre davantage donc, les cibles à travers l'ensemble des travaux qui sont réalisés, en apportant la satisfaction par rapport aux préoccupations des populations. Kédougou est l'une des régions les moins bien dotées en matière d'infrastructure. Avec les projets en cours et ceux à venir, elle espère s'offrir un nouveau visage. Après, chez le sud-est, chez le nord, le ministre du Tourisme était en tournée dans la zone. À Saint-Louis, il a été surtout question du classement des hébergements touristiques. Autre étape de la visite, la réserve de Gambel, le parc national du Djoudj. Voici le compte-rendu de la visite avec Jaina Bayar. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a fait le tour de l'aéroport de Saint-Louis. La visite effectuée sur le site avec les autorités de la ville lui permet de voir les dispositions à prendre avant le démarrage imminent des travaux estimés à 23 milliards de francs CFA. Nous pensons que d'ici au mois d'août au plus tard, les travaux vont démarrer. Et donc, ces travaux, justement, généreront beaucoup d'activités. D'abord, des activités au niveau donc, des emplois, puisqu'il y a beaucoup de jeunes qui seront employés. Mais aussi, une fois l'aéroport construit, c'est au moins une cinquantaine également d'emplois qui seront créés autour de l'aéroport. Je demande vraiment à ce que tous les Saint-Louisiens puissent accompagner ce projet autour du gouverneur, pour que ça puisse se faire dans les 11 mois, puisque les travaux vont durer 11 mois. De 1900 mètres, la piste passera à 2500 mètres. Saint-Louis disposera sous peu d'un aéroport international qui va profiter d'abord aux populations locales. Cependant, celles dont les habitations se trouvent dans l'emprise de l'aéroport seront impactées. Aujourd'hui, tout ce qui est autour de l'aéroport, ce sont des titres fonciers de l'État. Et donc, les dispositions sont prises par le gouverneur. Donc, je crois que, et naturellement, l'État va les accompagner, parce qu'il y a des terrains qui sont disponibles pour ça. Les discussions ont déjà été engagées par le gouverneur et nous avons totale foi, justement, à la grande citoyenneté justement, des Saint-Louisiens et des Sénégalais pour nous permettre justement de livrer ce projet. La ville tricentenaire est partie pour s'ériger en pôle d'attraction avec l'exploitation d'hydrocarbures en vue. Les acteurs du tourisme de la région doivent se préparer à améliorer la qualité de l'offre de services. Ce CRD sur le classement des établissements d'hébergement touristique dresse des solutions. Ce classement donc, des établissements d'hébergement touristique est une mission importante, puisqu'elle permet à nos sites touristiques, notamment hôtels, auberges, résidences, de pouvoir s'aligner sur les standards internationaux. Aujourd'hui, quand vous êtes sur le marché touristique mondial, il faudrait avoir les mêmes normes de qualité que partout à travers le monde. L'État accompagne le secteur avec un investissement de 6 milliards de francs CFA. Le parc de Djoudj va en bénéficier, affirme le ministre Alioune Sarr, qui a aussi visité la réserve de Gambel. Il demande l'élaboration d'une stratégie pour la promotion de la destination Saint-Louis en s'appuyant sur le digital. Habitat, le Sénégal enregistre un déficit de près de 300 000 unités de logement. Pour combler ce déficit, l'État du Sénégal a mis en place un programme ambitieux de plus de 100 000 logements dans 27 pôles avec 0 bidonville.
Propos du ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, a présidé l'ouverture de la 4e édition du Salon de l'immobilier du Sénégal à Paris. Envoyé spécial à Bassou. La 4e édition du CISAP, un rendez-vous qui offre toutes les opportunités d'investissement à nos compatriotes établis à l'étranger. Le Salon de l'immobilier du Sénégal fait aussi la promotion pour une propriété foncière fiable. Pour arriver à satisfaire nos compatriotes qui sont dans la diaspora, mais aussi nos compatriotes qui sont au Sénégal, qui ont souvent des revenus suffisants, mais qui n'arrivent pas à avoir le logement adapté à leur bourse ou le système de financement adapté à leurs conditions, l'État du Sénégal a mis en place ce fameux programme des 100 000 logements dont vous avez entendu parler et qui n'est pas seulement fait pour les Sénégalais, mais les Sénégalais vivant au Sénégal, mais il est aussi fait pour nos compatriotes de la diaspora, comme vous le savez, qui sont demandeurs de logement, qui veulent préparer leur retour, mais qui veulent aussi concrétiser toute l'activité d'une vie en s'achetant un logement au Sénégal. Agences et institutions évoluant dans ce secteur social et vital ont pris part à ce rendez-vous où les promoteurs et autres partenaires techniques et financiers s'adaptent à la réalité. La réalité au Sénégal, c'est la mise en œuvre des pôles urbains. Il y en a 27 au Sénégal et le programme Zéro Bidonville met en place une organisation qui permet de toucher toutes les villes de plus de 10 000 habitants. C'est d'abord Dakar, peut-être avec 60% de la production de logements, mais aussi de grandes villes qui ont un besoin particulier et souvent un besoin matérialisé par cette demande formulée par la diaspora sénégalaise. En ouverture de ce salon à Paris, un rush où les uns et les autres sont venus pour s'informer, mais aussi pour saisir les opportunités qu'offre le pays de la Teranga. Retour au Sénégal pour parler de cette sensibilisation sur la protection de l'environnement. Le port autonome de Dakar mène aussi le combat. La cellule qualité, hygiène, environnement a organisé une randonnée verte pour inviter les populations à mieux préserver l'environnement. Pape Kolingom était de la partie. Cette signature de convention marque l'entrée du port autonome de Dakar dans une nouvelle ère, celle de la modernité à travers la digitalisation de ses procédures. Le port a l'ambition d'être le principal moteur de l'émergence. Et pour cela, il faut de la stratégie, il faut du savoir, il faut être smart. Et on a un partenaire smart, l'UCAD. Nous avons signé un partenariat parce qu'au cœur de la transformation du port, au cœur de notre ambition d'être moteur de l'émergence, il y a la transformation digitale. En offrant ses services au port autonome de Dakar par le biais du département mathématique informatique, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar découvre un nouveau terrain d'expérimentation pour la recherche des enseignants et des étudiants. Qui connaît l'université, c'est que ses missions tournent autour de la recherche, de la transmission des résultats de la recherche par l'enseignement et la mise en application des résultats de la recherche par le service à la communauté. Que ce soit les entreprises, les administrations publiques, la société civile, les communautés de base doivent nous solliciter. Selon le professeur Ibrahim Tchoub, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce partenariat avec le port va être renforcé et ouvert à d'autres facultés et établissements d'enseignement supérieur. Il s'agissait plutôt d'une signature de convention entre le port de Dakar et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour parler de digitalisation. Nous reviendrons sur la randonnée verte organisée par le port autonome de Dakar. Santé, Kolda a abrité le lancement de la semaine de la jeunesse sans sida, occasion de renforcer la sensibilisation dans cette zone qui enregistre un fort taux de prévalence, nous dit Hamidou Diop. Avec un taux de prévalence de 2,4% et un marché hebdomadaire régional à Diaobé, Kolda est l'une des régions les plus touchées par le VIH. Le choix des autorités sanitaires d'organiser ici, dans le Fouladou, le lancement de la semaine jeunesse sans sida s'explique largement. Les jeunes âgés de 15 à 24 ans représentent plus de 40% de l'ensemble des nouvelles infections par le VIH-Sida. Cependant,
Les jeunes vivant avec le VIH-Sida ont besoin de traitement, de soins, de soutien et de services de prévention positive. Chez la cible jeune au Sénégal, le taux de prévalence est de 0,3%, une situation appréciable chez les jeunes filles. Il y a encore de nombreux efforts à faire. Cette vulnérabilité des femmes et des filles s'accentue et nous pensons que la riposte au sida doit s'adapter et s'accélérer. La qualité de la riposte contre le VIH-Sida au Sénégal demeure une référence dans notre continent et est saluée et respectée. La cible jeune a elle aussi bien tiré profit du faible niveau de prévalence du VIH dans le pays. À Kolda, le ministre de la Jeunesse en appelle à la responsabilité et à l'engagement des jeunes pour lutter contre le VIH, surtout dans la zone sud-est. Chers jeunes, des efforts sont encore nécessaires chez vous et il est possible de tendre vers zéro infection au VIH en milieu jeune pour ainsi préserver toute la force positive que vous représentez pour le présent et plus encore pour le futur de notre pays. Le thème de cette 17e édition de la semaine de mobilisation des jeunes contre le sida est une jeunesse sans sida pour un Sénégal émergent. En prélude à cette célébration, 50 jeunes ont été formés pour appuyer la prévention à Kolda. Nous en venons au chapitre sport avec la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Le Cameroun est éliminé de la course. Les Lions indomptables ont été battus par le Nigeria sur le score de 3-2. Et puis, l'Égypte également a été sortie de la compétition. Voilà, nous allons voir tout à l'heure, avant de parler de la rencontre Égypte-Afrique du Sud, nous parlons de l'élimination du tenant du titre, le Cameroun, par le Nigeria, avec Moussa Mané tout de suite dans ce résumé. L'Égypte a également été éliminée de la course par l'Afrique du Sud. Nous y reviendrons sans doute au cours de ce journal. Et puis le Sénégal, lui, a reçu le coup. Une qualification en quart de finale. Un match marqué par des records battus ou égalés par Sadio Mané, désormais co-meilleur buteur sénégalais en phase finale de la CAN. Un match des records, des hommes, des chiffres passés à la loupe par notre envoyé spécial Ibrahim Mboup. De la retenue, joie mesurée, les Lions n'ont pas pavoisé après leur qualification en quart de finale. Le coach Aliou Cissé a adopté la même attitude au coup de sifflet final. Et pourtant, c'est la première fois depuis 2006 que l'équipe nationale remporte un match à élimination directe en phase finale de Coupe d'Afrique. Dans un stade national du Caire qui a sonné creux, avec une pelouse en très bon état arrosée plusieurs fois, les Lions ont fait la décision grâce à Sadio Mané, son 3e but de la compétition, le 19e en sélection. Il égale du coup Henri Camara avec 5 réalisations en CAN. Sadio Mané devient par la même occasion le premier Sénégalais à marquer 3 buts en une édition de Coupe d'Afrique senior. Avec les 3 banderilles déjà plantées, Sadio Mané est également le meilleur buteur du tournoi en ce moment. Des statistiques à la hauteur de son talent, mais il y a un bémol. La star des Lions a un problème avec les pénaltys. Il rate le coche encore une fois dans cet exercice. 3 pénaltys manqués avec le Sénégal en 2017 face au Cameroun, 2 face au Kenya et à l'Ouganda en 2019. Son manque d'application est incroyable. Contre les Cranes, le Sénégal a bâti son succès autour du collectif, mais certaines individualités ont émergé du lot. Kalidou Koulibaly a été monstrueux en défense centrale, Youssouf Sabaly bluffant dans son couloir gauche, Pape Aliou Ndiaye imposant dans l'entrejeu, Idrissa Gana Gueye élu homme du match. Comme quoi, dans cette équipe du Sénégal, le potentiel est riche. Comme promis, retour sur le match Afrique du Sud-Égypte. L'Égypte, justement, ne verra pas les quarts de finale. Les Pharaons ont été éliminés par une belle équipe de l'Afrique du Sud. Une grosse déception pour Mohamed Salah et ses coéquipiers. 1-0, c'est le score final. Le pays organisateur sort ainsi de la compétition. Ibrahim Ndong.
Avant de retrouver nos envoyés spéciaux au Caire pour nous parler de cette ambiance qui règne actuellement dans ce pays, dans le pays organisateur qui a donc été éliminé de la compétition. Nous reparlons du match du Sénégal-Ouganda. Aliou Cissé félicite ses joueurs après la qualification en quart de finale. Quant au coach ougandais, il a reconnu la supériorité des Lions, surtout en première période. Nous écoutons les deux coachs au micro de nos envoyés spéciaux au Caire. C'est une déception parce qu'on quitte la compétition. Je tiens à féliciter le Sénégal pour son match. C'est jamais facile quand on est plus ou moins favori de jouer une équipe qui est challenger. Il faut savoir négocier ce match et ils ont su le faire. Donc félicitations à eux. Pour notre part, on a pris un but un peu tôt dans la rencontre sur une erreur individuelle. Ça, c'est un peu regrettable, surtout quand ça tombe sur Mané sur une attaque rapide. Donc c'est la qualité du joueur. Et puis après, on a tout donné. On a essayé de changer d'organisation en deuxième mi-temps pour être un peu plus performant offensivement. Féliciter les joueurs, féliciter de leur prestation qu'ils ont fait aujourd'hui. C'était pas évident. L'équipe ougandaise, c'est une très belle équipe, donc les féliciter aussi. Ça a été un match plutôt équilibré. C'est vrai, on a eu la chance d'avoir marqué ce but-là très, très tôt. Donc après, c'est vrai qu'on a beaucoup résisté. Mais je crois que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que nous pouvons préparer les quarts de finale vraiment avec beaucoup plus de lucidité, beaucoup plus de temps. J'ai trouvé que mon équipe a souffert un petit peu sur le plan athlétique, sur le plan physique. Mais je crois que c'est des matchs africains, souvent c'est comme ça. À l'issue du match du Sénégal-Ouganda, Sadio Mané a décidé de ne plus tirer de pénalty en sélection. Il a manqué son second pénalty de la compétition après celui raté contre le Kenya. Nous écoutons l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Ça vous a perturbé ce pénalty raté? Je vous l'ai dit. Ça ne me perturbe pas, mais j'étais pas bien pour l'équipe parce que je pense que si j'avais marqué ce pénalty, on aurait été à l'aise. Mais bon, comme je l'ai dit, il faut mieux sauter il faut mieux reculer il faut reculer pour mieux sauter. Donc je pense que l'équipe m'a donné la chance. J'ai tiré 3 pénaltys et j'ai raté 2. Donc maintenant je vais laisser la chance aux autres de tirer, mais j'abandonne jamais. Je vais aller en club et être préparé pour bien me préparer et marquer des pénaltys pour l'équipe du Sénégal. Nous allons à présent retrouver notre envoyé spécial au Caire, lui Philippe Sagna, pour nous décrire l'ambiance qui prévaut actuellement dans la capitale égyptienne. Voilà, Sagna qui n'est pas encore en place. Et nous allons le retrouver au cours de ce journal. Mais nous restons toujours dans cette CAN, à la place de la nation, vibre au rythme de cette compétition. Les supporters ont fait une mobilisation exceptionnelle. Les dirigeants de la RTS qui étaient présents ont salué l'organisation de cette fan zone ainsi que le soutien des partenaires. L'ambiance sur place avec Hamid Diop. Mais je pense que l'appréciation L'ambiance a atteint son paroxysme. Le public qui est venu très tôt a montré son optimisme dès le début. La pression des supporters est très vite passée quand Sadio Mané a marqué le but de la délivrance. Lorsqu'on dit que le public c'est notre raison d'être, il faudrait véritablement le traduire en actes. Et c'est l'occasion pour nous de remercier le maire de Colobane et le ministère en charge du cadre de vie qui gère cet espace et qui ont permis donc à la RTS d'inviter son public à venir vraiment regarder la CAN autrement. Parce que les matchs, après les matchs ou avant les matchs, il y a des spectacles comme aujourd'hui avec Wally Seck, l'autre fois c'était avec Pape Diouf. Donc je pense que véritablement c'est agréable et on est bien dans notre rôle. Pour les partenaires de la RTS, c'est un devoir d'accompagner la télévision nationale dans cette mobilisation derrière l'équipe nationale. On est mobilisés, nos équipes sont ici présentes. Au Caire également, on a nos équipes qui sont là-bas, qui assistent l'équipe, qui sont avec le 12e Gaïndé également. Donc voilà, cette fois-ci, je pense que, en tout cas, nous, on a mis tout ce qu'il fallait. L'équipe met tout ce qu'il faut, on va beaucoup prier pour que ça réussisse. J'ai beaucoup aimé le cadre de vie. Le cadre de vie est bien maintenu.
c'est le lieu de véhiculer des messages écologiques sur la propreté, parce que le président en a fait donc, un élément d'engagement de tous les citoyens autour de cet objectif de propreté, de salubrité. Et bientôt, au niveau de la ville de Kaolack, la journée nationale de la salubrité sera lancée par le président de la République. Le Sénégal qui a gagné galvanise davantage les supporters qui viennent vivre ici des moments palpitants à la place de l'Obélisque. Et nous reparlons du match Sénégal-Ouganda avec la décision de Sadio Mané de ne plus tirer de pénalty. Diomansy Kamara a réagi par rapport à cette décision de Sadio Mané. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux au Caire. Je pense que l'appréciation, il l'a lui très clairement dit à la fin du match. Il n'est pas un spécialiste de l'exercice. Après, c'est compliqué avec Sadio Mané parce qu'il est le leader de cette équipe. S'il ne tire pas, on va dire qu'il ne prend pas ses responsabilités. Et s'il tire et loupe, on dit qu'il ne sait pas tirer. Mais je pense que Sadio est assez intelligent pour comprendre que le collectif prime sur l'individu. Il l'a dit à la fin du match, il va donner sa chance à d'autres joueurs. Il y a très bons tireurs dans cette équipe. Je pense à Henri Saivet, je pense à Mbanyang, je pense à Idrissa Gana Gueye. Donc ce problème est déjà résolu. Il a pris ses responsabilités. Il a loupé, il devra travailler cet exercice. Mais voilà, passons sur ça. Il a fait gagner l'équipe. Et demain, on verra qui prendra la responsabilité de tirer les pénaltys dans la tanière. Le match Sénégal-Ouganda intensément vécu à l'Empire des enfants. Les pensionnaires ont communié avec l'équipe de Radio Sénégal International dans le cadre de ces antennes décentralisées. Les temps forts avec Saliou Seck. L'ambiance a atteint son paroxysme. Le public qui est venu très tôt a montré son optimisme dès le début. La pression des supporters est très vite passée quand Sadio Mané a marqué le but de la délivrance. Lorsqu'on dit que le public, c'est notre raison d'être. C'était là une petite erreur. Vous venez donc de suivre l'ambiance au niveau de la place de la Nation. Comme annoncé chez le match du Sénégal-Ouganda, intensément vécu à l'Empire des enfants, les pensionnaires ont communié avec l'équipe de Radio Sénégal International dans le cadre de ces antennes décentralisées. Nous retrouvons Saliou Seck. Explosion de joie après le coup de sifflet final de l'arbitre. Les pensionnaires de l'Empire des enfants célèbrent avec leur directrice la victoire précieuse des Lions. On est content, mais ça reste encore. Et nous voulons que le Sénégal gagne cette Coupe d'Afrique. C'est une bonne initiative en tout cas et les enfants sont contents. Voilà, ils ont jubilé, le Sénégal a gagné et nous souhaitons que ça continue jusqu'au bout. Pourtant, des moments de déception sont notés au cours du match, surtout avec le pénalty raté par Sadio Mané. C'était bien, mais il fallait que Sadio Mané mette le deuxième but. Pour cette CAN, chez vous, ces enfants en situation de détresse ont communié avec les reporters de Radio Sénégal. C'est une manière pour nous aussi de montrer le travail que l'Empire des enfants fait à travers donc tout ce dispositif. Moi, ce qui m'a surtout frappé, c'est la propriété et un peu l'architecture du cadre qui a été bien élaborée. Cette antenne décentralisée a permis de redécouvrir l'infrastructure, une nouvelle bâtisse réalisée grâce à l'appui des anciens internationaux. Dans cette maison où on vit aujourd'hui, où les enfants vivent, c'est grâce à eux, franchement, à 80%, que ça a été acheté pour les enfants. Donc ça, je pense que c'est pas négligeable. Et c'est des gens qui ont le ballon dans les pieds, mais qui ont beaucoup de choses d'amour dans leur cœur. Et ils n'oublient jamais le Sénégal. Radio Sénégal poursuit ainsi ses antennes décentralisées pour faire vivre aux Sénégalais la CAN. Prochaine étape, quai de pêche de Mbour. En attendant, en direction le Caire pour retrouver Louis-Philippe Sagnan en direct. Bonsoir Louis-Philippe Sagnan. Voilà. Bonsoir Louis-Philippe Sagnan. Alors, quelle est l'ambiance actuellement qui prévaut au Caire après l'élimination du pays organisateur, l'Égypte? Bonsoir à Moubadé, bonsoir à tous ceux qui nous suivent du Caire et au-delà de l'Égypte. On peut dire que ce qui se passe ici, c'est véritablement un chaos parce que les supporters n'ont pas compris cette élimination, on peut dire prématurée de l'Égypte,
puisque tous pensaient que l'Égypte aurait pu franchir ce cap et aller le plus loin possible, parce qu'en général, quand l'Égypte organise, c'est pour remporter le trophée. L'Égypte est pratiquement, c'est le pays le plus titré de cette compétition. L'Égypte sort, le Cameroun sort, donc les deux nations les plus titrées sont out. Et c'est ça la première surprise de cette Coupe d'Afrique. On peut dire qu'ici, le temps qui prévaut, en tout cas, l'atmosphère n'est pas du tout des meilleures. Et on espère que ça ne va pas entacher, il n'y aura pas de conséquences ou de répercussions sur la suite de cette compétition, puisque déjà, ce n'est que quand l'équipe joue, ce n'est que quand l'Égypte joue que le stade est rempli. Quand le Sénégal jouait hier, on n'avait pas plus de 1000 ou 2000 supporters, alors que aujourd'hui, on s'est rendu compte que le stade était plein comme neuf, donc 75 000 places complètement occupées. L'équipe s'en est allée. Il reste maintenant les autres pays qui sont là, qui n'ont pas beaucoup de supporters. En termes d'ambiance, on s'attend à une CAN qui ne sera pas du tout agréable à 100%. Mais bon, les équipes qui sont là, comme le Bénin, le Sénégal, le Nigeria et autres, vont tout faire pour créer cette ambiance et permettre à cette fête du football africain, pour que cette fête du football africain demeure une période d'ambiance, une période de gaieté. Donc on peut dire que la CAN, certes, le pays organisateur est out, mais pour la suite de la compétition, il y a quand même un léger espoir. Oui, la compétition va se poursuivre notamment avec le Sénégal. Justement, quelles sont les dernières nouvelles de la tanière? Est-ce que les préparatifs pour affronter le Bénin ont déjà démarré? Bon, aujourd'hui, au Mou, c'était quartier libre. Les joueurs ont eu quartier libre jusqu'à 0 heure. À l'heure actuelle, déjà, ils sont tous de retour, puisque à 0 heure, il faut retourner à l'hôtel. Les joueurs ont eu ce temps libre pour pouvoir quand même vaquer à leurs occupations et décompresser un peu, parce que c'est normal, après tout ce temps passé dans une tanière où quasiment, on peut dire, c'est presque un bunker, ils ne sortaient pas. C'est tout à fait normal qu'on puisse leur donner ce temps libre d'être en famille, parce qu'il y en a qui sont ici avec leur famille, et c'est tout à fait normal. Ça permet de garder ce moral, puisqu'on veut que le moral soit au beau fixe. Et on peut dire que dès demain, le travail va se poursuivre. Ils vont justement reprendre l'entraînement. Dans l'annexe du stade du 30 juin, fief de cette équipe nationale du Sénégal, l'entraînement va démarrer à l'heure indiquée à 18h30, puisque le prochain match du Sénégal, ce sera à pareil moment, le 30 juin, mercredi prochain, plutôt le 10 juillet ici même. Et on pense que cette équipe du Sénégal, qui a pu récupérer tous les joueurs blessés, va avoir cette même motivation pour poursuivre cette aventure. Et du moment où le pays organisateur est out, le Cameroun est out, le Cameroun détenteur du trophée, on pense que le Sénégal, jusqu'ici, peut avoir cet argument de rêver davantage, puisque le Sénégal fait partie des grands favoris de ce tournoi. Mais attention, on a vu l'euphorie qui a animé cette équipe sud-africaine. Cette même euphorie peut animer cette équipe béninoise. Donc, il y a peut-être de l'espoir, mais un espoir assez mesuré. Les joueurs doivent rester concentrés jusqu'au bout. Donc, dès demain, le travail va se poursuivre et Aliou Cissé va continuer à peaufiner cette équipe sur le plan tactique et opérer les choix opportuns, les choix qu'il faut pour pouvoir permettre à cette équipe d'aller au bout de sa mission. Justement, Philippe Sagna, pour finir, comment l'équipe du Sénégal appréhende son adversaire, le Bénin, qui a quand même sorti une grande équipe, le Maroc? Voilà, justement, vous savez, il faut faire très attention. On a justement interrogé un ancien international, Diomassi Kamara. Vous avez dû suivre l'entretien, un extrait de l'entretien, et une partie, on peut dire l'essentiel de ce qu'il dit, est que le Bénin va récupérer un joueur important comme Mounier, qui est un attaquant très virevoltant, qui a de la vivacité. Le Bénin y croit, parce qu'à ce stade de la compétition, même si le Bénin n'a eu que des matchs nuls, 4 matchs nuls, avant de gagner à la suite des tirs au but face au Maroc, on peut dire que le Bénin est une équipe qui a progressé parce que le Bénin a livré des matchs amicaux assez intéressants. Parce que le Bénin avait fini de battre la Mauritanie, le Bénin avait fini également de battre la Guinée. Donc,
avec cette sérénité, cette équipe du Bénin peut aller au bout de ses efforts. Donc, le Sénégal a compris qu'il n'y a pas de suprématie, il n'y a pas de supériorité. C'est du 50-50, comme l'a dit Aliou Cissé. Aucune équipe ne sera minimisée. L'entraîneur Aliou Cissé est clair là-dessus. Le Sénégal est là, certes, à ce statut de favori sur le papier, mais les choses se jouent sur le terrain. C'est sur le terrain qu'il faut prouver que nous sommes favoris. Ils l'ont démontré face à l'Ouganda. Ils vont prendre les choses match par match. Et c'est cette même dynamique qui anime l'ensemble des joueurs et du staff. Donc on peut retenir que le Sénégal s'est qualifié. Hier, on a compris qu'ils n'ont pas du tout jubilé. Ils savent que la mission se poursuit et le plus dur est à venir. Donc, ils doivent encore fournir beaucoup d'efforts pour surmonter ce cap et franchir ces différentes étapes, puisque l'ensemble des matchs, c'est au total 7 matchs. Ils ont bouclé les 4. Il reste 3 matchs pour remporter ce trophée. L'objectif final, c'est le trophée et il faut y aller étape après étape. Il faut donc mouiller le maillot. Louis-Philippe Sagna, merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été au rendez-vous de ce journal. Très bonne soirée sur la RTS1.